La perception du progrès, la crédibilité de la parole scientifique, la définition même du progrès, c'est ce dont on parle maintenant. Bonjour à toutes et à tous et merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. Dans cette séquence, c'est une rencontre, une conversation avec Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Elle nous a accordé quelques instants pour réfléchir avec nous à ces sujets. Un entretien enregistré il y a 48 heures pour des raisons d'agenda. Je vous propose d'écouter notre ministre à ces sujets. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Frédérique Vidal, vous êtes ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. J'imagine que tous les jours, on doit vous poser la question de ce qu'est le progrès. Qu'est-ce que vous répondez à cette question? Alors, je crois que dans l'imaginaire collectif, on imagine souvent le progrès comme une marche. Or, pour moi, le progrès, c'est plutôt un élan. C'est quelque chose qui se déroule dans le temps et c'est ce qui pousse l'humanité à se dépasser, à améliorer sa condition, avoir, euh, à essayer d'avoir une prise sur les contingences. Je crois que dans l'envie de progrès, pour moi, l'essentiel, c'est l'envie de liberté, l'envie de façonner un monde dans lequel les enfants meurent moins en bas âge, dans lequel on vit plus longtemps, dans lequel la démocratie gagne du terrain, l'information est à portée de main de tout le monde. C'est aussi pour moi un projet politique. Je crois qu'il n'y a pas de progrès qui n'ait de sens s'il ne s'inscrit pas dans un projet collectif. Le progrès, c'est pas juste l'avancée de la science. Le projet, c'est qu'est-ce que la société attend et comment est-ce que les innovations, les nouvelles technologies, tous les chemins ouverts par la science peuvent apporter quelque chose à la société. Et voilà, c'est par exemple ce que nous sommes en train de faire dans la loi de bioéthique. Nous savons qu'il existe des outils, par exemple de génétique moléculaire, qui ont été récompensés par le prix Nobel d'Emmanuel Charpentier. Ces outils sont utilisés dans la recherche. Est-ce que la société souhaite que ces outils puissent être utilisés, par exemple, dans le soin? C'est une vraie question et ça, ce serait un choix de société et c'est un progrès ou pas et ça dépend beaucoup de ce projet de société. Madame la Ministre, est-ce qu'il y a finalement une différence entre la définition du progrès que vous nous donnez et la perception que peut avoir le grand public de ce progrès? Alors, je pense que oui, parce que le public a parfois tendance à douter de l'apport de la technologie et de l'apport des innovations. Le progrès, il porte une idée, c'est que demain sera mieux qu'hier. Or, une partie de nos concitoyens se sont éloignés de cette idée et considèrent que le premier objectif que doit avoir un projet politique, c'est de rapiécer ce qui existe. Et c'est pas forcément de se projeter dans l'avenir de manière optimiste. Et ça, c'est vrai que ça dépend de tout un tas de choses, y compris d'un contexte, d'une ambiance. Et on voit bien qu'en ce moment, l'ambiance est pas complètement à l'optimisme. Et donc, ça, c'est cette première différence, si je puis dire, entre ce qu'est le progrès et la perception qu'en ont les gens. Mais c'est toujours une question de sens. C'est parce qu'ils ne voient pas le sens des innovations. Ils ne considèrent pas qu'ils ont leur part à prendre. Et c'est pour ça qu'on a besoin de toutes les sciences pour porter le progrès. On a besoin d'une réflexion anthropologique, philosophique sur l'usage des nouvelles technologies. On a toujours besoin de mettre le progrès au service du sens et au service d'un projet de société. Et c'est pour ça que, pour moi, le rôle des sciences humaines et sociales est un rôle essentiel pour porter le progrès, comprendre ce que la société attend, comprendre ce qu'elle est prête à accepter et aussi nous donner les outils pour lui faire comprendre, lui faire, la faire adhérer de nouveau à l'idée que le progrès nous permet d'avoir un futur durable et un futur désirable. Voilà, et cette notion, elle est profondément pluridisciplinaire.
et elle implique qu'effectivement, on arrive à remettre de la confiance entre la science et la société. Et c'est un sujet tellement important, Frédérique Vidal. Pour autant, on est dans une époque qui met à mal cette envie et cette ambition que vous partagez avec nous. Depuis presque un an, maintenant, tout a changé. Jusque-là, le médecin de notre village, partout en France, était le notable du village. C'était la parole sainte et on allait le voir pour tout et rien depuis des siècles et on savait qu'il disait vrai, ou en tout cas, on voulait lui faire confiance. Le scientifique, évidemment. Sauf que patatras, depuis le mois de mars l'année dernière, sur les plateaux des chaînes d'information, nous nous sommes rendus compte en fait que le médecin de mon village n'était pas d'accord avec le médecin du village d'à côté, et même qu'ils se disputaient. Et puis nos scientifiques ne disaient pas la même chose. Et on s'est rendu compte surtout que devant le grand public, il y avait un pugilat d'idées, d'opinions, et qu'en fait, de là où on espérait un tant soit peu d'objectivité de ces gens-là, on s'est rendu compte d'une subjectivité, peut-être, de part et d'autre. En tout cas, moi, le citoyen, moi, le patient, je suis perdu. En fait, comment est-ce que on peut redonner la crédibilité à la parole scientifique dans une crise qui met à mal, semble-t-il, cette crédibilité? En fait, ce qui s'est passé ces dernières semaines et ces derniers mois, c'est qu'on a vu la science en train de se faire. Et en science, il n'y a ni vérité révélée, ni vérité éternelle. Ce sont uniquement des vérités qui se construisent dans le débat, qui se construisent sur la base d'hypothèses, de convictions, qui ensuite doivent être validées ou invalidées par l'ensemble de la communauté scientifique. Et donc, la science progresse dans le doute méthodique, hein. C'est le principe même de la démarche scientifique. On fait des hypothèses, on observe, on expérimente, on en tire une théorie qui est issue de débats entre les pairs. Là, la difficulté, c'est que les débats avaient lieu en public. Et donc, voir la science se faire quand on n'y est pas habitué, je comprends ce que ça peut avoir de difficile. Et en fait, nos concitoyens, ils attendent à la fois beaucoup de la science, mais ils attendent que la science leur dise la vérité. Or, quand on est en train de faire de la science, par définition, eh bien, on tâtonne et on pose des hypothèses, et c'est ça qu'on a beaucoup entendu. On a des convictions, on défend ses convictions, et parfois les scientifiques les ont défendues sur des plateaux de télévision comme ils les auraient défendues devant leur père. Et c'est petit à petit que les vérités scientifiques se construisent. Elles ne sont quasiment jamais définitives. Je dirais même que c'est le principe, hein, c'est de réinterroger les dogmes et de réinterroger les vérités et de trouver les moments où on peut les enrichir avec d'autres observations et d'autres théories. Donc c'est pour cela que nous avons lancé au ministère une plateforme d'information grand public sur la Covid-19 pour rendre ces informations accessibles à tous et pour expliquer le cheminement de la construction, que l'on parle de la conviction de certains que des molécules allaient être efficaces, que l'on parle de la conviction d'autres de la pertinence d'utiliser tel ou tel vaccin sur telle ou telle population. Voilà, pour essayer de faire comprendre cette démarche scientifique. Mais le cœur du sujet pour moi, et ce qui est essentiel, c'est qu'évidemment, on sort de cette crise, mais aussi on en tire les conséquences. Et je crois qu'une des conséquences majeures, c'est qu'il faut remettre la science et la compréhension de la science au cœur de la société et expliquer que débattre et construire une vérité scientifique, ça prend du temps. Évidemment, et merci de le rappeler ici. Pour terminer, Madame la Ministre, ceux qui vous écoutent ce matin sont essentiellement des entrepreneurs, des dirigeants. Ce sont des faiseux sur le terrain qui, eux, construisent l'économie, créent des emplois, créent tout simplement, et ils investissent pour la plupart d'entre eux dans la recherche et le développement. Qu'est-ce que vous attendez d'eux en termes de progrès aujourd'hui? Ils sont en face de vous. Est-ce qu'il y a un message particulier que vous aimeriez leur délivrer? D'abord, évidemment, leur dire que le progrès, c'est l'affaire de tous, hein, puisque c'est un projet de société, puisque c'est quelque chose qui doit donner du sens à nos sociétés. C'est évidemment, elles ont toute leur place, les entreprises ont toute leur place à prendre de ce point de vue-là.
il faut, je crois, casser l'idée d'une diffusion verticale. Bien sûr, la science produit des connaissances, et ensuite, c'est bien aux sociétés, dans leurs raisons sociales, dans les marchés qu'elles veulent conquérir, dans les innovations et les produits et les progrès qu'elles veulent porter, eh bien de comprendre quels sont les choix de société et d'accompagner donc le progrès dans son sens projet de société. Il faut évidemment lutter contre la facilité. L'opinion de quelqu'un aujourd'hui, parce que cette opinion est relayée sur les réseaux sociaux, devient une vérité scientifique et a plus de poids parfois que le scientifique qui raconte l'état de l'art sur un sujet et qui le fait peut-être de manière moins compréhensible, moins facile médiatiquement. Donc, il faut penser la science en société, il faut que la société interroge la science et dise ce qu'elle attend. Et ça, évidemment, c'est aussi le rôle des entreprises que de porter cette idée-là du progrès, d'être les passeurs, les traducteurs, de rendre visibles les avancées en choses concrètes, en progrès, au service de la société et au service de nos concitoyens. Et voilà, si je prends un exemple que nous portons, par exemple, au travers de tous les projets innovation. Si on prend la start-up TrustMe, au départ, c'est quelque chose qui est très scientifique, si je peux dire. Hein. C'est des propulseurs miniaturisés qui permettent de propulser des petits satellites en constellation. Ça, évidemment, quand on dit ça au grand public, bon, il ne voit pas très bien en quoi ça peut le concerner. Mais si on explique que le spatial, c'est ce qui nous permet d'observer la planète, ce qui nous permet de prendre des décisions raisonnées en termes de lutte contre les changements climatiques, c'est ce qui nous permet d'avoir du haut débit partout et de faire ce dernier kilomètre qui parfois est compliqué en système filaire. Là, tout à coup, même si, évidemment, ni vous ni moi ne comprenons les bases scientifiques de cette avancée technologique majeure, on comprend que c'est un progrès. On comprend que c'est un progrès parce que chacun peut y trouver un intérêt, peut y trouver sa part et peut comprendre que ça améliore la vie du citoyen. Donc voilà, c'est ça qui est très important et c'est ce que font les entreprises lorsqu'elles définissent leur raison d'être. Et c'est très important qu'on continue à avoir ces échanges et qu'on relie en permanence le monde où la connaissance se crée, qui est le monde académique, et le monde où la connaissance devient un progrès qui, pour moi, est le monde de l'entreprise et de la recherche et du développement. Et vous pouvez compter bien sûr sur les entreprises pour aller dans ce sens et pour accélérer, accompagner aussi ce progrès. Merci Frédérique Vidal, merci Madame la Ministre. Merci à vous, merci. Merci à notre ministre d'avoir accepté ce moment, cet échange enregistré il y a 48 heures pour des raisons d'agenda. On va terminer ensemble cette matinée exceptionnelle et cet événement exceptionnel autour de la question du progrès avec notre conclusion, c'est tout de suite.